Je parie votre placement à la aise et 100 millions d'euros contre votre servitude à vie. Vous acceptez, petit rat des rues? La voix de Jean-Baptiste de La Rochefoucauld, tranchante comme un éclat de diamant, résonna dans le silence soudain. Avant de continuer, veuillez commenter de quelle ville vous regardez. La scène se déroulait dans le salon Vendôme de l'Hôtel Ritz, au cœur de la place Vendôme, l'épicentre du luxe mondial. Des lustres en cristal pendaient comme des constellations gelées, leur lumière se brisant sur des flûtes de Dom Pérignon. Le silence n'était rompu que par le cliquetis discret des jetons de poker et le murmure feutré de l'élite parisienne, ministres, barons et PDG, dont la richesse collective aurait pu renflouer une petite nation. L'air sentait le cuir des fauteuils, le parfum coûteux et le pouvoir absolu. Et au centre de cette opulence se tenait Chloé, 10 ans. Ses cheveux emmêlés, son visage maculé de suie et ses vêtements élimés criaient la misère des banlieues lointaines. Ses pieds nus sur le parquet Versailles ciré étaient une offense, une violation silencieuse de toutes les règles tacites de ce monde. Elle n'était pas éblouie par le luxe, elle était une anomalie, un fantôme de la rue qui avait osé s'infiltrer dans la forteresse des dieux. Elle avait franchi les portes tambours en verre et laiton du Ritz non par audace, mais par nécessité. Le RERB l'avait déposée à Châtelet, et de là, ses pieds nus l'avaient portée à travers Paris, suivant une piste invisible mais puissante, l'odeur du beurre et du sucre émanant des cuisines des grands hôtels. La faim était une boussole impitoyable. En se glissant derrière un groupe de diplomates distraits, elle avait réussi à pénétrer dans le hall, puis, guidée par les rires étouffés et le parfum des canapés, elle avait poussé la lourde porte du salon Vendôme. Son apparition fut comme une note discordante dans une symphonie parfaite. Le murmure des conversations cessa instantanément. Chaque regard, serti dans des visages lissés par la richesse et le pouvoir, se tourna vers elle. C'était un silence lourd, accusateur, un silence qui la déshabillait de sa dignité déjà précaire. Chloé ne voyait pas le luxe. Elle voyait des assiettes à moitié pleines sur des tables basses, des trésors inaccessibles qui torturaient son estomac vide. Une femme, la baronne de Courcy, dont le collier de diamants semblait aspirer toute la lumière de la pièce, fut la première à briser le silence. Son rire fut un son bref et cassant, comme du verre brisé. « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» lança-t-elle, son nez plissé de dégoût. « On laisse entrer la vermine de la rue maintenant ? Sécurité !» Sa voix, habituée à donner des ordres, claqua dans l'air comme un coup de fouet. Un garde en uniforme s'approcha, le visage impassible mais les yeux durs. La baronne cependant lui barra le chemin, savourant visiblement l'occasion d'exercer son autorité. Elle s'avança vers Chloé, la toisant de toute sa hauteur. « Regarde-toi, petite souillon, tu salis le parquet. Sais-tu seulement où tu es ? Cet endroit vaut plus que la vie de tes parents n'en vaudra jamais. Sors d'ici avant que je ne te fasse jeter dehors moi-même. » La cruauté de la remarque fit naître des sourires approbateurs sur les lèvres de quelques invités. L'humiliation publique était un divertissement prisé dans ce cercle. Chloé ne répondait pas. Elle se contentait de fixer la baronne, son regard vide de larmes ou de peur, ce qui semblait exaspérer encore plus la femme. Elle leva une main gantée, prête à la repousser, le geste chargé de toute la violence de sa classe sociale. De l'autre côté de la pièce, assis à la table de poker, Jean-Baptiste de La Rochefoucauld observait la scène avec une curiosité détachée. L'interruption l'agaçait, mais le spectacle l'amusait. C'était une pièce de théâtre inattendue, la noblesse outragée contre la misère incarnée. Pour lui, Chloé n'était pas une enfant en détresse, mais une anomalie fascinante, une variable imprévue dans son univers parfaitement contrôlé. « Assez, Hélène !» La voix de Jean-Baptiste était calme, mais elle portait dans tout le salon, gelant la main de la baronne en plein vol. Tous les regards se tournaient vers lui. Il n'avait pas élevé la voix, mais son autorité était absolue. Le garde s'immobilisa. La baronne baissa lentement sa main, le visage rouge de colère et de surprise. Jean-Baptiste fit un signe de tête au garde. « Laissez-la !» Puis, ses yeux d'un gris glacier se posèrent sur Chloé. Il n'y avait pas de pitié dans son regard, seulement une analyse froide. Il était intrigué non par sa pauvreté, mais par son silence, par son refus de se laisser intimider. Cette enfant n'avait pas réagi comme prévu. Elle n'avait ni pleuré, ni supplié, ni fui. Elle était simplement là, un défi silencieux au centre de son royaume. Le silence qui s'installa alors était différent. Ce n'était plus un silence de mépris, mais un silence d'anticipation. L'attention avait changé de nature, se concentrant désormais sur l'interaction entre le magnat tout-puissant et la petite intruse. Jean-Baptiste se leva lentement, contourna la table et s'approcha de Chloé, son costume Armani se déplaçant sans simpli. Il se pencha légèrement, non par compassion, mais pour mieux la jauger. « Vous avez interrompu une partie très coûteuse, mademoiselle. J'espère que vous avez une bonne raison. » C'est alors qu'il prononça la phrase qui allait sceller leur destin. « Je parie votre placement à l'ASE et 100 millions d'euros contre votre servitude à vie. Vous acceptez, petit rat des rues ?» Un silence de mort s'abattit sur le salon Vendôme, plus lourd et plus profond que le velours des rideaux. La proposition de Jean-Baptiste de La Rochefoucauld n'était pas une simple provocation, c'était un acte de cruauté théâtrale, une démonstration de pouvoir si absolue qu'elle en devenait surréaliste.
Les invités, suspendus entre l'horreur et une fascination malsaine, attendaient la réaction de l'enfant. Des larmes, une fuite, un cri. Ils s'attendaient à tout, sauf à ce qui arriva. Chloé ne sia pas. Son regard, d'une intensité déconcertante, resta fixé sur celui du magnat. Il n'y avait ni peur ni supplication dans ses yeux, seulement une évaluation froide et silencieuse. Puis, avec une dignité qui contrastait violemment avec ses haillons, elle hocha la tête. Un seul mouvement, bref et décidé. L'acceptation. Une onde de choc silencieuse parcourut l'assemblée. Le milliardaire lui-même parut surpris un court instant, son sourire carnassier se figeant sur ses lèvres. « Très bien », murmura Jean-Baptiste, retrouvant sa contenance. Il fit un geste sec en direction de la table de poker. « Installez-la ». Un valet, le visage blême, tira une chaise en acajou recouverte de cuir. Chloé s'avança, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur le parquet. Elle s'assit, sa petite silhouette presque engloutie par le fauteuil massif, une anomalie vivante dans ce temple de l'opulence. Le croupier, visiblement mal à l'aise, attendit l'ordre de son employeur. La partie reprit dans une tension palpable. Le croupier distribua les cartes avec une précision mécanique. Jean-Baptiste de la Rochefoucauld reçut une main forte qu'il joua avec une confiance agressive. Le flop, le turn et la river se succédèrent sur le tapis de feutre vert. À la fin, un full house magnifique s'étalait devant lui. Face à cela, la main de Chloé était une insulte aux lois de la probabilité, un 7 et un 2 de couleurs différentes, la pire main de départ possible au Texas Hold'em. Un murmure de soulagement et de mépris parcourut la salle. L'humiliation était complète, la farce terminée. Jean-Baptiste de la Rochefoucauld s'apprêtait à abattre ses cartes triomphalement, savourant sa victoire facile et la leçon qu'il s'apprêtait à donner. Il leva la main, un sourire de prédateur aux lèvres, prêt à réclamer son dû grotesque, la vie d'une enfant. « Vous n'allez pas gagner. » La voix de Chloé, claire et posée, coupa le silence comme une lame de verre. Tous les regards convergèrent vers elle. Elle n'observait pas les cartes sur la table, mais le visage du croupier. Son doigt maculé dessus se leva et pointa l'homme en uniforme. Le geste était accusateur, précis, chirurgical. Votre micro-clignement asymétrique en distribuant le turn et la tension de votre muscle risorius indiquent une tromperie consciente. C'est un schéma, déclara-t-elle avec une assurance clinique. Les mots techniques, sortant de la bouche de cet enfant misérable, créaient une dissonance cognitive chez les spectateurs. Le croupier devint livide, une perle de sueur coulant le long de sa tempe. Puis, Chloé tourna son analyse implacable vers le milliardaire. Et votre légère dilatation pupillaire n'est pas de la confiance, c'est du soulagement. Vous ne contrôlez pas le jeu, vous espériez juste que le plan fonctionne. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer dans l'air suffocant de la pièce. Pour asseoir son autorité intellectuelle, elle ajouta une référence qui anéantit tout scepticisme. Ce comportement a été démontré par une étude de l'école polytechnique sur les signaux non-verbaux sous stress cognitif en transe. Vous n'êtes pas un joueur, monsieur. Vous êtes un parieur qui espère que la triche de son employé ne sera pas démasquée. Le coup de grâce vint ensuite, révélant la mécanique de la fraude avec une précision terrifiante. Le croupier utilise un système de marquage par infrarouge au côté des cartes, invisible à l'œil nu. Ma main, le 7-2, était la seule combinaison non marquée pour perdre contre la vôtre, car elle était si improbable. Le but n'était pas de me battre, mais de m'humilier avec la pire main possible. Elle se leva alors de sa chaise, son regard plongeant dans celui de Jean-Baptiste, non plus comme une victime, mais comme une force de la nature. Son arrogance se figira, remplacée par une stupéfaction glaciale. Chloé avait retourné la table, non pas en jouant mieux, mais en changeant complètement les règles du jeu. Son affirmation finale résonna dans le silence assourdissant, scellant le destin de chaque personne présente dans cette pièce. Mais je ne joue pas aux cartes, monsieur. Elle balaya la salle d'un regard qui semblait voir à travers les masques de richesse et de pouvoir. Je joue les gens. Le silence qui tomba sur le salon Vendôme fut d'une nature nouvelle, plus dense et plus lourd que la pierre. Ce n'était plus le silence du mépris ou de l'anticipation, mais celui de la sidération pure. L'air, autrefois vibrant de pouvoir et richesse, semblait s'être solidifié, emprisonnant chaque invité dans sa instant de choc collectif. Le tintement d'une coupe de champagne tombant des mains d'un ministre résonna comme un coup de canon dans le vide assourdissant. Les visages de l'élite parisienne étaient des masques de stupéfaction. La certitude qui sculptait leurs traits quelques secondes plus tôt s'était évaporée, remplacée par une incrédulité béante. Les sourires narquois s'étaient figés, les regards condescendants s'étaient brisés. Ils n'avaient pas seulement assisté à la révélation d'une tricherie, ils venaient d'être les témoins de l'anéantissement intellectuel d'un titan par une enfant en haillons. Le croupier, cible de l'accusation initiale, était devenu la personnification de la défaite. Son visage, d'un blanc cireux, était baigné d'une sueur froide qui perlait sur son front. Ses mains, autrefois si agiles et précises, tremblaient de manière incontrôlable sur le feutre vert de la table. Il ne chercha même pas à nier. Sa culpabilité était une aura visible, un aveu silencieux qui confirmait chaque mot prononcé par Chloé. La baronne de Courcy, qui avait initié l'humiliation publique de la fillette, subit la plus grande chute. La honte monta à ses joues en une vague écarlate, plus vive que le rubis à son doigt. Son collier de diamants, symbole de son statut, semblait soudain peser une tonne, l'étouffant sous le poids de sa propre arrogance mise à nu.
Elle avait voulu écraser la vermine, elle venait d'être disséquée par une intelligence supérieure. Dans son esprit, les mots de Chloé tournaient en boucle. Chaque terme technique, chaque analyse comportementale est un clou de plus planté dans le cercueil de sa supériorité. Elle, qui jugeait le monde sur l'apparence et le lignage, venait d'être jugée et condamnée sur le seul terrain de l'intellect par une Souillon. L'humiliation était totale, viscérale et surtout publique. Autour d'elle, les autres invités détournaient le regard, non pas par pitié pour la baronne, mais pour cacher leur propre embarras. Ils avaient tous été complices, par leur silence ou leurs sourires approbateurs. Ils réalisaient maintenant qu'ils n'étaient pas les spectateurs d'une farce, mais les figurants involontaires d'une démonstration de génie qui les avait tous rendus ridicules. Au centre de ce cataclysme social, Jean-Baptiste de la Rochefoucauld resta immobile. La colère qu'il aurait dû ressentir face à la trahison de son employé et à l'humiliation publique ne vint jamais. À sa place, une clarté glaciale, une épiphanie brutale s'empara de son esprit. Il ne voyait pas le scandale, il voyait le système. Il regarda Chloé, et pour la première fois, il ne vit pas la saleté, les vêtements déchirés ou les pieds nus. Il vit une lucidité implacable, une intelligence pure et non corrompue par les faux semblants de son propre monde. Cet enfant n'avait pas seulement vu la triche à sa table, elle avait vu à travers lui, à travers la façade de contrôle qu'il projetait. Une pensée fulgurante le frappa. Cet enfant est un miroir de ce qu'il aurait pu être avant que la richesse et le pouvoir n'émoussent ses instincts. Elle était le reflet de la corruption qu'il tolérait non seulement à sa table de poker, mais dans les salles de conseil, dans les mines lointaines de son empire, dans chaque compromis moral qu'il avait accepté au nom du profit. Il comprit alors la nature de son propre vide intérieur. Il était entouré de courtisans, de rivaux et d'employés qui lui disaient ce qu'il voulait entendre. Mais cet enfant, ce rat des rues, était la première personne depuis décennies à lui dire une vérité brute, sans filtre et indéniable. Elle n'était pas une intruse, elle était la solution à une solitude qu'il n'avait jamais osé s'avouer. Le charme était rompu. Jean-Baptiste se redressa, et le mouvement suffit à faire taire les quelques murmures qui commençaient à renaître. Son regard balaya la pièce, et son autorité, décuplée par sa révélation, s'imposa de nouveau. D'un geste sec et méprisant, il congédia le croupier. Disparaissez de ma vue et de ma vie. La baronne de Courcy, tentant désespérément de sauver la face, laissa échapper un rire nerveux et cassant. Allons, Jean-Baptiste, vous n'allez tout de même pas prendre au sérieux cette créature. Elle a eu de la chance, voilà tout. C'était l'erreur de trop. L'ultime vestige d'une arrogance qui refusait de mourir. Jean-Baptiste tourna lentement la tête vers elle, son regard d'un bleu glacial la clouant sur place. Sa voix, lorsqu'il parla, était calme, presque chirurgicale, mais chaque mot était une lame affûtée. La chance, Hélène. Vous confondez la chance qui est le fruit du hasard avec le génie qui est celui de l'observation. Il fit un pas vers elle, son mépris palpable. Cette créature, comme vous l'appelez, a fait en 3 minutes ce que votre famille essaie de faire depuis 3 siècles. Créer de la valeur à partir de rien. Sa valeur réside dans son esprit. La vôtre, dans les pierres que vous portez et le nom que vous avez hérité. Le coup de grâce fut porté avec une cruauté élégante et définitive. Elle a vu la vérité dans un monde de mensonges. Vous ne voyez même pas le mensonge de votre propre arrogance mise à nu. Votre opinion, baronne, a désormais moins de valeur que la poussière sur ses pieds nus. Un frisson parcourut l'assemblée. Ce n'était pas seulement une réprimande, c'était une excommunication sociale, prononcée par l'arbitre suprême de leur cercle. La baronne de Courcy devint blême, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son encore sorte. Elle était anéantie. Le pouvoir dans la pièce venait d'être entièrement redéfini. Il n'appartenait plus à ceux qui portaient des costumes Armani ou des robes de haute couture, mais à la petite silhouette immobile près de la table de poker. Chaque invité le sentait, et personne n'osait plus croiser le regard de Chloé. Jean-Baptiste se tourna enfin vers elle, l'ignominie de la baronne et du reste de la salle déjà oubliée. Son expression avait changé. Il n'y avait plus de curiosité, plus d'amusement, plus de froideur analytique. À la place, il y avait quelque chose qui ressemblait à du respect, et peut-être même à de l'admiration. Le préjugé n'était pas tombé. Il avait été pulvérisé et réduit en cendres par la force tranquille d'un esprit extraordinaire. D'un geste silencieux, presque imperceptible, Jean-Baptiste de la Rochefoucauld indiqua une porte dérobée, dissimulée dans la boiserie du salon Vendôme. Il guida Chloé loin du tumulte, loin des chuchotements rageurs et des regards pétrifiés de l'élite qu'il venait de congédier mentalement. Chaque pas les éloignait du théâtre de l'humiliation pour les mener vers un sanctuaire de silence, un lieu où la vérité pouvait enfin respirer. Ils pénétrèrent dans la bibliothèque privée de la suite impériale, un havre de paix contrastant violemment avec l'éclat glacial du salon de jeu. Ici, pas de cristal ni de marbre, mais des murs tapissés de boiseries sombres, des milliers de livres reliés en cuir et le parfum enivrant du papier ancien. Une unique lampe à la lumière chaude éclairait 2 profonds fauteuils en cuir, créant une île d'intimité au milieu de l'océan de savoir qui les entourait. Le milliardaire referma la lourde porte, et le son feutré du loquet scella leur isolement. Un silence différent de celui du salon s'installa entre eux. Ce n'était plus un vide à remplir, mais une présence palpable, un espace pour la réflexion.
Jean-Baptiste regarda Chloé, qui se tenait immobile au centre du tapis persan, et pour la première fois, il ne vit plus l'anomalie, mais l'énigme. Il s'assit dans l'un des fauteuils, le cuir soupirant sous son poids, et la contempla longuement. Sa colère, son humiliation, tout s'était dissipé pour laisser place à une curiosité insondable, presque respectueuse. Il brisa le silence, sa voix plus basse, débarrassée de son arrogance coutumière. « Comment saviez-vous? Pour le croupier, pour les cartes, pour moi. » Chloé ne le regarda pas directement. Ses yeux parcouraient les titres sur les étagères, comme si elle cherchait une réponse parmi eux. « Les gens sont des systèmes, dit-elle d'une voix neutre, presque clinique. Ils ont des schémas, des habitudes, des failles. Il suffit de les observer. La bibliothèque de Saint-Denis est gratuite. L'information est une arme pour ceux qui n'en ont pas d'autre. » Cette réponse, si simple et si profonde, secoua Jean-Baptiste plus encore que la révélation de la tricherie. Il comprit que pour elle, le monde entier n'était qu'une immense table de poker, un système complexe de signaux et de failles à décrypter. Il avait bâti un empire en manipulant les systèmes financiers, mais elle lisait directement dans l'âme des hommes. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, son regard intense cherchant à percer la muraille de son impassibilité. « Dites-moi ce que vous voulez, Chloé. Pas l'enfant des rues qui a faim. Vous, l'esprit qui a vu ce que personne d'autre ne pouvait voir. Que voulez-vous, vraiment? Un chèque? Une fondation? Le monde? Je peux tout vous donner. » Pour la première fois depuis son entrée dans l'hôtel, une fissure apparut dans son armure stoïque. Son regard quitta les livres et tomba sur ses propres pieds nus, posés sur le tapis dont la valeur aurait pu la nourrir pendant des années. La question n'était pas un problème à résoudre, c'était une porte ouverte sur un vide qu'elle passait sa vie à ignorer. Elle releva lentement la tête, et ses yeux, pour la première fois, ne contenaient plus d'analyse, mais une lassitude infinie, celle d'une âme bien plus vieille que ses 10 ans. « Je ne veux pas de votre argent, monsieur », murmura-t-elle, et le mot « monsieur » créa une distance respectueuse mais tragique entre eux. Puis vinrent les mots qui firent s'effondrer l'univers de Jean-Baptiste de La Rochefoucauld. L'argent part, les gens partent, les foyers de la S vous transfèrent, tout part. Sa voix était à peine un souffle, mais chaque syllabe était chargée du poids de l'abandon. Je veux quelqu'un qui ne part pas. La phrase, simple et dépouillée de tout artifice, le frappa avec la force d'un poing en plein cœur. Ses milliards, son pouvoir, ses jets privés et ses palais semblaient soudain ridicules, futiles, inutiles, face à cette demande si fondamentale. Il ressentit un vertige, réalisant que cet enfant ne cherchait pas à s'élever dans son monde, mais simplement à trouver un point fixe dans son sien, qui n'était que chaos. Son regard sur elle se transforma. Ce n'était plus le regard d'un prédateur évaluant un actif, ni celui d'un mécène découvrant un prodige, mais celui d'un homme qui venait de trouver un but, une responsabilité plus grande que tous les conseils d'administration qu'il avait jamais présidés. Il voyait la solitude derrière le génie, la fragilité derrière la force. Il se leva, s'approcha d'elle, et, dans un geste qui surprit autant Chloé que lui-même, il s'agenouilla pour être à sa hauteur. Le tissu de son pantalon à plusieurs milliers d'euros s'enfonça dans le tapis ancien. « Je ne partirai pas, Chloé, » dit-il, sa voix empreinte d'une solennité nouvelle. « C'est une promesse, pas un contrat. » Pour sceller ce pacte silencieux, il retira lentement sa veste de costume Armani, un vêtement qui symbolisait tout ce qui les séparait. Avec une infinie précaution, il la posa sur les petites épaules frêles de l'enfant. La veste trop grande l'enveloppa complètement, un bouclier de cachemire et soie contre le froid du monde. Ce n'était plus un vêtement, c'était un commencement. 6 mois s'étaient écoulés. 6 mois qui avaient opéré une métamorphose visible, mais superficielle. La suie avait été remplacée par la propreté, les haillons par des robes sobres et des tailleurs sur mesure d'une simplicité étudiée, et les pieds nus par de discrètes ballerines. Chloé vivait désormais dans le penthouse de Jean-Baptiste de La Rochefoucauld, un écrin de verre et d'acier suspendu au-dessus des toits de Paris, mais son essence demeurait inchangée. Elle restait silencieuse, observatrice, son esprit un océan calme sous une surface imperturbable. Elle n'avait pas été submergée par le luxe, elle l'avait simplement analysé et classé comme un nouveau système de données. Elle passait ses journées non pas à jouer ou à dépenser, mais à dévorer la bibliothèque de Jean-Baptiste, à apprendre des langues anciennes sur des applications et à suivre des cours universitaires en ligne sur la théorie du chaos et la sociologie quantitative. Sa faim n'était plus pour le pain, mais pour la connaissance, et elle était tout aussi insatiable. Le véritable test de sa nouvelle position n'allait pas se dérouler dans un salon feutré, mais dans un lieu chargé d'histoire et de savoir, le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Jean-Baptiste, en tant que mécène principal, avait organisé un sommet exceptionnel réunissant les maires des 40 plus grandes métropoles mondiales. L'enjeu, créer un modèle prédictif unifié pour anticiper et gérer les crises urbaines imminentes, des émeutes ou pandémies. La tension dans l'amphithéâtre était palpable. Après 2 jours de débats houleux, les plus grands urbanistes, sociologues et data scientists de la planète étaient dans une impasse. Leur modèle était trop complexe, trop lent ou trop biaisé par des considérations politiques.
Le maire de Tokyo, un homme à la courtoisie glaciale, venait de rejeter la proposition américaine comme étant une simplification dangereusement ethnocentrée. Le projet semblait voué à l'échec. C'est à ce moment que Jean-Baptiste de La Rochefoucauld se leva. Un silence respectueux se fit. « Mesdames et messieurs, nous avons écouté les experts. Permettez-moi maintenant de vous présenter la directrice de la supervision systémique du groupe de La Rochefoucauld. » Tous les regards se tournèrent vers la petite silhouette que s'avançait vers le pupitre. Un murmure de scepticisme et d'incompréhension parcourut les rangs. Une enfant ? Était une plaisanterie ? Chloé ajusta le micro à sa hauteur, son visage calme contrastant avec les fresques séculaires qui l'entouraient. Elle ne projeta aucune diapositive. Elle regarda simplement l'assemblée de sommité mondiale. Vos modèles échouent parce que vous cherchez des causes, alors que vous devriez chercher des corrélations de résonance. Sa voix, amplifiée par le système sonore, était claire et sans la moindre trace de nervosité. Vous traitez la ville comme une machine, mais c'est un organisme vivant, et les organismes ne préviennent pas, ils murmurent. Son analyse fut implacable. En moins de 5 minutes, elle déconstruisait les approches débattues, pointant leurs failles avec une précision chirurgicale. Elle cita des études obscures, des théorèmes mathématiques et des principes de neurobiologie pour prouver que leur méthodologie était obsolète. Vous utilisez une carte du 19e siècle pour naviguer dans le cyberespace. Le silence dans la salle était devenu total, le scepticisme remplacé par une attention fascinée. Puis, elle présenta sa solution, un algorithme qu'elle avait baptisé Cassandra. Il n'analysait pas les données économiques ou politiques, mais les micro-signats du quotidien, les variations infimes dans la consommation d'eau par quartier, la vitesse moyenne des transports en commun, le lexique émotionnel utilisé sur les réseaux sociaux locaux et même le taux de renouvellement des livres dans les bibliothèques publiques. Il y a 3 mois, continua-t-elle, Cassandra a détecté une anomalie à Mexico, une augmentation de 0,2% de la consommation nocturne d'électricité dans le district de Nezahualcóyotl, couplée à une hausse de recherche en ligne pour des remèdes contre l'insomnie et une baisse de 3% de l'utilisation des transports publics matinaux. Séparément, ces signaux sont du bruit. Ensemble, ils étaient le murmure d'une vague de dépression collective qui a précédé de 6 semaines les grèves massives qui ont paralysé la ville. Une onde de choc parcourut l'amphithéâtre. Le maire de Mexique, le visage blême, hocha lentement la tête, confirmant silencieusement la précision terrifiante de son analyse post-mortem. Chloé n'avait pas simplement proposé une théorie, elle venait de démontrer qu'elle pouvait entendre l'avenir dans le bruissement du présent. Elle n'était plus une enfant, elle était une prophétesse de l'ère des données. La validation fut instantanée et unanime. Le maire de Tokyo, si prompt à la critique, fut le premier à se lever et à s'incliner profondément en sa direction, un geste de respect ultime. L'un après l'autre, tous les maires, tous les experts, se levèrent pour une ovation debout qui fit trembler les murs de la Sorbonne. Ce n'étaient pas des applaudissements polis, mais la reconnaissance stupéfaite et admirative d'un génie qui venait de redéfinir leur champ d'expertise. Plus tard dans la soirée, Chloé se tenait aux côtés de Jean-Baptiste sur le balcon de son bureau, contemplant la mer de lumière qu'était Paris. La ville scintillait à leurs pieds, non plus comme une collection de monuments, mais comme un réseau complexe de vie et de données. Jean-Baptiste ne la félicita pas. Il se contenta de poser une main sur son épaule, un geste empreint d'une fierté paternelle et d'un respect infini. Au Ritz, ils ont vu une intruse, dit-il d'une voix douce. Aujourd'hui, à la Sorbonne, ils ont vu une leader. Moi, je vois simplement la preuve que le plus grand investissement de ma vie n'a pas été dans une entreprise, mais dans une personne. 10 ans s'étaient écoulés. Une décennie entière avait passé depuis la nuit où le silence d'un salon parisien avait été brisé par l'audace d'une enfant. La scène n'était plus le salon Vendôme, mais le grand hémicycle de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. L'air ne sentait plus le parfum coûteux et le champagne, mais vibrait d'une attente solennelle. Des chefs d'État, des diplomates et les plus grands philanthropes du monde étaient assis, leur regard tourné non pas vers un politicien chevronné, mais vers la jeune femme qui se tenait au pupitre en marbre fer, dominant la salle avec une quiétude déconcertante. Cette femme, c'était Chloé. À 20 ans, elle avait conservé l'intensité de son regard d'enfant, mais il était désormais empreint d'une sagesse qui démentait son âge. Vêtue d'un tailleur-pantalon d'une coupe impeccable, d'une simplicité presque austère, elle ne portait aucun bijou. Sa seule parure était l'aura de confiance et d'autorité intellectuelle qui émanait d'elle. Elle n'était plus une anomalie dans un monde de luxe, elle était devenue le nouveau centre de gravité d'un monde en quête de solutions. Le groupe de La Rochefoucauld, rebaptisé Force Vitale, était devenu le parangon mondial de l'éthique d'entreprise. Sous la direction systémique de Chloé et la présidence éclairée de Jean-Baptiste, le conglomérat avait réorienté la totalité de ses actifs vers des technologies durables et des projets à impact social. Leur fondation, née de la réparation d'une injustice en RDC, était désormais la plus grande organisation non gouvernementale de la planète, une entité plus agile et mieux financée que de nombreuses agences de l'ONU. L'algorithme Cassandra avait évolué bien au-delà de sa fonction initiale. Devenu un projet open source géré par la Fondation, il était le cerveau d'un système de prévention globale. En analysant des milliards de points de données non corrélés, il avait prédit la sécheresse du Sahel à 18 mois d'avance, permettant une intervention préventive qui sauva des millions de vies. Il avait identifié le vecteur d'un nouveau virus en Asie du Sud-Est 3 semaines avant le premier cas humain, enrayant une pandémie avant même qu'elle ne commence. Assis au premier rang, Jean-Baptiste de La Rochefoucauld, les cheveux désormais entièrement blancs, la regardait. Son visage, autrefois un masque d'arrogance glaciale, était marqué par les lignes douces de l'humilité et d'une fierté sans borne. Il avait trouvé la rédemption non pas en donnant sa fortune, mais en la confiant à une vision plus grande que lui. Il n'était plus le milliardaire qui avait parié la vie d'une enfant, il était le gardien du legs de la femme qui lui avait appris la vraie valeur de l'existence.
Chloé s'approcha du micro. Un silence absolu se fit. Sa voix, calme et mesurée, emplit l'immense salle sans effort. Il y a 10 ans, j'ai ressenti pour la première fois le contact du marbre froid d'un palace parisien sous mes pieds nus. Commença-t-elle, ces mots créant une image saisissante dans l'esprit de chaque auditeur. Cette nuit-là, j'ai compris que le pouvoir n'était pas dans la richesse affichée, mais dans la capacité à voir les schémas que les autres ignorent. Elle marquait une pause, son regard balayant l'assemblée. Le plus grand défi de notre siècle n'est pas le changement climatique, la pauvreté ou la maladie. Ce sont les symptômes. La véritable crise est une crise de la perception. Nous sommes devenus experts dans la mesure de ce qui existe, mais nous sommes aveugles au potentiel qui n'a pas encore eu sa chance. Nous comptons nos actifs, mais nous ignorons la valeur incalculable des esprits que nous laissons se perdre dans les rues, les camps de réfugiés et les banlieues oubliées. Son discours atteignit son apogée, non pas dans un cri, mais dans une affirmation puissante et posée. Je vous le demande donc aujourd'hui, cessez de financer des murs plus hauts et commencez à construire des ponts plus solides. Investissez moins dans les systèmes de contrôle et davantage dans les écosystèmes de découverte. Car chaque enfant que nous ignorons, chaque esprit que nous sous-estimons, n'est pas seulement une tragédie personnelle, c'est une solution que l'humanité entière vient de perdre. C'est l'avenir que nous nous volons à nous-mêmes. Alors qu'une ovation debout, tonitruante et anonyme secouait les fondations mêmes du bâtiment, une voix de narrateur s'éleva, douce et grave.